Chers auditeurs, chères auditrices, bonjour, bienvenue dans notre émission L'économie au service de l'homme. C'est la devise du CJD, un mouvement de dirigeants d'entreprise qui éclaire chaque semaine un thème d'économie positive et inspirante avec un invité de notre territoire. Je m'appelle Virginie Decapelle et j'ai le plaisir de recevoir aujourd'hui Tiffaine Murat. Bonjour Tiffaine. Bonjour à toutes et à tous. Tiffaine, si l'on en croit les commentaires de recommandations LinkedIn, vous êtes, dit-on, un sage des temps modernes, un charme entrepreneurial, une culture positive. Vous êtes coach et formateur, vous coachez des personnes, notamment des entrepreneurs, des dirigeants et des sportifs. Et quand nous mettons l'économie au service de l'homme, vous mettez les neurosciences au service du business. Alors au début de votre vie professionnelle, vous étiez ingénieur BTP. Vous avez travaillé notamment chez des gros comme Eiffage, Bouygues. Vous étiez dans un univers plutôt parisien et vous aviez déjà la passion du management. Et c'est un deuil douloureux, malheureusement, et finalement qui vous a fait prendre un virage complet dans la construction, non pas de bâtiments, mais celle de l'âme, je dirais. Et après vous être formé, après avoir exploré différentes choses, vous avez rejoint notre belle région Montpellier-Rennes et vos domaines de prédilection aujourd'hui sont la cohérence cardiaque, le leadership, la confiance en soi, comment rechercher de la productivité à travers des techniques de la PNL. Et aujourd'hui, nous allons parler de pourquoi et comment booster son intelligence émotionnelle. Avant de passer au vif du sujet, nous avons, comme vous le savez chaque semaine, toujours ces petites questions du tac au tac que l'invité ne connaît pas à l'avance. Tiffaine, aube ou crépuscule ? Aube. En prise ou lâcher prise ? Bonne question. Lâcher prise. Alors, il faut choisir, c'est le principe. Avant ou après ? Je dirais avant. Digital addict ou digital détox ? Ça va dépendre du moment. Digital addict. Ah non, il n'y a pas de ça dépend, ça dépasse des cas. Quotient intellectuel ou quotient émotionnel ? Quotient émotionnel. Évidemment, puisque c'est notre sujet d'aujourd'hui. Alors, on vient de passer la journée mondiale de la santé mentale et le thème de cette année était particulièrement fort dans un contexte de crise sanitaire internationale. C'était aussi sur la santé mentale dans un monde inégal et vous releviez que 75 à 95% des personnes qui souffrent de troubles mentaux dans les pays à revenus faibles n'ont aucun accès à des services de santé mentale. Et il s'avère que même dans des pays qui vivent comme nous, plutôt dans l'abondance, il y a aussi une difficulté à accéder à ça. Qu'est-ce qui vous a frappé ? Pourquoi est-ce que ce sujet de la santé mentale devient de plus en plus présent et important dans notre société ? Parce qu'on est plus notamment dans notre monde, dans notre mode français, on est plus dans du curatif que dans du préventif. Alors que le travail doit être fait en amont, en fait. Le travail doit être fait dans un quotidien et dans une façon plus préventive, ne serait-ce que modifier sa respiration, permet de calmer le système nerveux et permet du coup d'éviter d'aller dans le trop-plein, notamment dans la charge mentale. Et alors, comment est-ce qu'on gère cette respiration ? Qu'est-ce que vous pourriez donner à nos auditeurs comme petits trucs ou astuces ? Après, soit le matin, soit le soir, c'est bien le soir quand on rentre de sa journée, prendre un moment pour soi, s'asseoir et puis commencer à ralentir sa respiration, fermer les yeux et se connecter sur le cœur. Il y a 500 millions de neurones dans le cœur, qui est l'équivalent du cerveau du chat et du chien. Et le cœur n'est pas truqué comme peut l'être son cerveau. Donc je vous invite vraiment à prendre un moment pour vous, ne serait-ce que 3 minutes. Expliquer si on a des enfants, voilà, papa, maman, prendre 3 minutes et après on s'occupera d'autres tâches. Et commencer à ralentir sa respiration en fermant les yeux et en mettant vraiment un focus au niveau du cœur et commencer à travailler sur la gratitude, la compassion, qui sont de l'amour aussi, qui sont des émotions avec des fréquences très hautes et qui amènent le corps je vais appeler ça des émotions positives, mais on appelle ça des émotions dites agréables ou désagréables parce qu'il n'existe pas d'émotions vraiment négatives. D'accord. Alors, vous dites qu'il n'y a pas d'émotions négatives et en même temps, on entend toujours parler des principales émotions. J'en vois qu'une qui a l'air positive. Alors, est-ce que vous pouvez nous en dire un peu plus ? Bien sûr. En 1872, Darwin a pris 4 photos de 4 émotions, ce qu'on appelle les émotions primaires. La tristesse, la joie, la colère et la peur. Et la peur, merci. Et en fait, il est allé dans plein de régions reculées où les gens n'avaient pas accès à la technologie et chaque population reconnaissait sur le visage si la personne était en tristesse, si la personne était en colère, en peur ou en joie.
Donc c'est de là que ça a été déterminé les 4 émotions primaires qui sont reconnaissables partout dans le monde. Derrière, Paul Ekman en a ramené d'autres, la surprise et le dégoût, qui sont 2 autres émotions. Mais après, il faut en comprendre le sens. C'est-à-dire que si vous êtes en colère, ce n'est pas une émotion dite négative, c'est une émotion désagréable. Chaque émotion, donc émovere, est de l'intérieur à l'extérieur, movere le mouvement. C'est un mouvement de l'intérieur vers l'extérieur, une émotion. Et chaque émotion est porteuse d'un message. Il va falloir comprendre le message. Et c'est le premier pas de l'échelle émotionnelle, de l'intelligence émotionnelle. C'est la connaissance du message. Quand vous êtes en colère, ce n'est pas en fait mauvais. Et souvent on dit je suis en colère. En fait, vous n'êtes pas en colère. Vous ressentez de la colère. Il va falloir le délier de votre identité. Je ressens de la colère, oui, mais je ne suis pas en colère. Déjà, si vous déliez votre identité à l'émotion, vous allez commencer à la comprendre. Parce qu'une fois qu'on comprend l'objectif de la colère, c'est prendre du recul par rapport à une situation, par rapport à quelqu'un qui vient dans notre environnement, qui vient sur nos valeurs ou contre nos valeurs. C'est pour ça qu'on se met en colère. Et vous avez souvent fait des grands mouvements. En fait, on fait des grands mouvements parce qu'on a besoin de prendre du recul par rapport à la personne, du recul par rapport à la situation. La définition donc, que je vous ai dit de la colère, c'est prendre du recul. Et elle est souvent refoulée. Allez-y, posez-vous cette question. Et ça, c'est un cadeau que je vous donne, c'est quelle est l'intention positive d'être en colère? Une fois que vous avez compris pourquoi vous êtes en colère, la situation dans votre système nerveux, dans votre corps, en fait, votre cerveau va le comprendre et il va dire « Ok, j'ai compris pourquoi je suis en colère. » Ça va aller. Vous pouvez aussi le noter à la main et au stylo parce que ça agit des zones aussi de votre cerveau qui permettent de désengorger la colère, on va le dire comme ça. La deuxième émotion dite dans notre jargon négatif, mais qui est une émotion désagréable, c'est la tristesse. Souvent, on retient ses larmes. Si Dieu a créé un canal carpien, c'est qu'il y a une utilité. Quand je parle de Dieu, je parle de sa fonction et pas forcément dans la partie biblique. Si vous avez un canal carpien et que vous pleurez, en fait, quand vous pleurez, vos larmes lâchent du cortisol. Le cortisol est une hormone qui va attaquer une zone de votre cerveau qui s'appelle l'hippocampe. Et dans cet hippocampe, il y a une zone qui est là pour calmer le cerveau. Donc, dès que vous êtes triste et que vous bloquez ces larmes, vous êtes en train d'abîmer votre cerveau. Ne bloquez pas vos larmes. Et souvent, on vous dit, ne pleure pas. Et moi, je suis un garçon, et quand ne pleure pas en public, faut que tu sois fort. En fait, tout ça, c'est des croyances qu'on vous amène. Mais si vous êtes triste, l'objectif de la tristesse, le messager de la tristesse, c'est de détendre le corps. Donc, si vous êtes en tristesse, c'est qu'à un moment, votre système nerveux, votre cerveau, votre cœur, je vais même aller le dire, même votre âme, vous demande de détendre votre corps. Allez-y, prenez un temps pour vous, acceptez et traversez cette tristesse, et vous allez voir, il y a toujours un cadeau caché derrière. Derrière une émotion, il y a toujours un cadeau. Donc pareil, allez-y dans la tristesse. La troisième émotion, c'était la joie. La joie, c'est partage, c'est le partage. Dès que vous êtes en joie, c'est pour partager. Vous allez créer de l'ocytocine. Et attention à ne pas créer ce qu'on a fait. On pense souvent qu'on parle de dopamine. Quand on est en joie, on ne crée pas de la dopamine. L'ocytocine est différente de la dopamine. La dopamine n'est pas l'hormone du bonheur, mais l'hormone du manque. Elle va se sécréter au moment où on souhaite quelque chose, et quand on l'a, on a une chute dopaminergique. C'est-à-dire, par exemple, on voudrait acheter un vêtement, acheter une voiture, on se dit « Ah tiens, j'aimerais acheter cette voiture ». Et une fois qu'on l'a, eh bien, on se dit « Ah ben c'est bon, je l'ai ». Et on n'est même pas heureux. Parce qu'en fait, la dopamine crée le manque chez vous. Il va falloir travailler sur la joie. Notez, si vous avez il y en a qui ont des journaux de gratitude, mais en fait, notez le soir de quoi vous êtes fier. Ça va augmenter la joie et du coup, vous allez sécréter de la sérotonine. La sérotonine va sécréter de la mélatonine et la mélatonine va vous aider à vous endormir. C'est l'hormone qui permet du coup de dormir. La quatrième émotion, c'est la peur. Souvent, on te dit n'aie pas peur. Mais si, justement, il faut avoir peur. La peur est là pour te protéger. Imagine, tu es en train de passer sur un passage piéton et tu entends un crissement de pneus. Tu vas sursauter, tu vas te retrouver sur le trottoir. La peur t'a protégé. Dans notre quotidien, dans notre travail, des fois on a peur. En fait, il ne faut pas diminuer la peur parce que la peur, elle va toujours revenir. Et il y a un concept qui dit que si on ne la comprend pas, elle va revenir 2 fois plus fort. Il vaut mieux augmenter son courage que diminuer la peur. Travaillez dans le courage, traversez cette peur. Comprenez le messager. Pourquoi? Elle vous protège de quoi? Pourquoi j'ai peur de... Je sais pas, je vais pas donner d'exemple, ça va durer un petit peu longtemps, mais... Et en fait, le sujet derrière, c'est vous êtes sur le passage piéton, et là vous dites, ah tu te rends compte, vous vous rendez compte, j'ai failli me faire écraser, etc.
Ben là, on est passé de l'émotion au sentimental. Et quand on est dans le sentiment, on crée une angoisse. Et c'est à ce moment-là qu'on pense que la peur est néfaste pour nous. La peur vous a protégé parce que vous avez bondi du passage clouté sur le trottoir, mais derrière, c'est l'angoisse. Et c'est ça qui est néfaste pour vous. Quelle est la différence entre peur et angoisse, pour bien comprendre ? La peur, c'est une émotion, donc émovere, une réaction, alors que l'angoisse va être un petit peu, comme pour reprendre les propos de Serge Marquis, c'est un hamster qui va tourner continuellement parce qu'elle n'est pas comprise. Tant que l'angoisse n'est pas comprise, elle va tourner. Parce que le cerveau dit, j'ai pas la réponse, donc ça revient. C'est une rumination, en fait, qui revient dans l'esprit, même si consciemment, on voudrait s'en débarrasser. Exactement. D'accord. Est-ce que, comment ces émotions sont en lien avec l'énergie qu'on a ? Parce que je comprends que la colère, par sa prise de recul et par le fait qu'elle génère quelque chose parfois d'assez violent en nous, est-ce que ça génère plus d'énergie pour aborder les choses ou que la peur ou que la tristesse ? Alors, en termes d'énergie, c'est au niveau de la réaction, mais on n'est pas obligé d'aller dans la peur, on n'est pas obligé d'aller dans la tristesse. Hein. Tout à l'heure, je vous disais, si vous y êtes, traversez-le. Hein. Bien sûr, il faut y aller, bien comprendre le message. En fait, il faut partir d'un principe fondamental, c'est que le cerveau, tant qu'il n'a pas compris, va le répéter. C'est la loi de la répétition. Et il y a une deuxième loi importante, c'est la loi de l'association. Donc, à quoi j'associe cette peur ? À quoi j'associe cette tristesse ? Et après, il y a la répétition. Mais tout ça, c'est ce qu'on appelle l'interprétation. Vous prenez 10 personnes qui vivent la même situation, elles vont l'interpréter chacun de la manière différente. La première chose dans une émotion, c'est l'interprétation. Et la deuxième chose qui va se passer, c'est l'identification. Comment vous identifiez l'émotion ? Et ça, c'est vraiment le premier palier de l'intelligence émotionnelle. C'est la connaissance. C'est la connaissance des émotions. Et pour ça, il faut traverser chaque émotion, comme je vous l'ai expliqué tout à l'heure. D'accord. Est-ce que vous pouvez nous donner un exemple ? Par exemple, dans votre quotidien, vous accompagnez des entrepreneurs. Une des peurs très fréquentes, connues en tout cas de l'entrepreneur, c'est le côté financier. Par exemple, c'est le rapport à l'argent, la peur de manquer. Comment est-ce que vous les aidez à travailler sur ce sentiment de peur et à traverser ça justement avec courage, à le comprendre, à l'intégrer ? Alors effectivement, on a recensé ça à l'Institut des neurosciences, c'est que les 3 grandes peurs de l'entrepreneur, c'est la peur du rejet, la peur de l'abandon et la peur de réussir. Et paradoxal quand même. Mais oui, parce que quand on est en avant, il y a la loyauté familiale qui peut rentrer en jeu, il y a plein de sujets comme ça. C'est pas la peur en fait qui bloque, c'est le stress. C'est-à-dire que le stress va être un dérivé de la peur. C'est-à-dire que si vous tenez un verre d'eau, vous allez le tenir 1 heure, une journée, peut-être une journée. Mais en fait, vous n'allez pas le tenir 1 semaine. C'est qu'après, votre système nerveux va lâcher. Mais c'est la même chose en fait. Quand vous stressez, il faut imaginer qu'on a 70 000 pensées par jour. Et 95% sont les mêmes que la veille. Je vais vous donner un exemple. Par exemple, si vous êtes salarié, votre patron vous dit pas bonjour. Activation de la blessure du rejet. Ou qu'un client vous refuse un devis ou vous paye en retard. Activation pareil du rejet, etc. Et en fait, vous allez penser. Vous allez commencer à penser, vous allez vous dire, voilà, mon patron, il m'aime pas, etc. Et en fait, vous allez créer, via votre système nerveux, la pensée va transformer ça en émotion au niveau de votre glande surrénale, donc qui sont au niveau de vos reins. Vous allez créer du cortisol. J'en ai parlé tout à l'heure, le cortisol et l'adrénaline. Et votre cerveau sent ces hormones dans son corps et dit, OK, donc la pensée est validée par le corps. Comme la pensée est validée par le corps, j'ai le droit d'être stressé. Et vous allez répéter cette pensée, répéter cette émotion. Et après, ce que je vous disais, une fois que l'émotion est répétée, vous allez créer un sentimental. Une fois qu'on crée un sentiment, on va créer une attitude. Vous allez avoir les épaules en avant, puisque vous êtes stressé. Et une fois que vous allez créer cette attitude, vous allez créer une habitude. Et quand on crée des habitudes répétées, on va créer un état d'être. Et quand on crée un état d'être répété, on va créer un tempérament. Des fois, il y a des gens qui vont dire « je suis colérique » ou « j'ai un tempérament colérique ». Tout simplement parce qu'ils ont eu une pensée, d'accord ? Il faut savoir que tous les matins, par exemple, vous allez vous lever avec le même pied, vous allez vous penser à vous doucher, vous allez vous doucher de la même façon que la veille. Vous allez vous dire, ah tiens, je prends mon café au monté en étant assis dans la même chaise, en tournant votre café ou votre thé dans le même sens. Vous allez prendre le même chemin pour aller au travail, vous allez allumer votre ordinateur de la même façon, votre téléphone de la même façon. En fait, si vous faites ça, ça veut dire que votre corps fait mieux les choses que votre esprit. Si votre corps fait mieux les choses que votre esprit, ça veut dire que vous avez perdu votre libre arbitre. Et souvenez-vous ce que je viens de vous dire.
C'est que pendant 95% des actes passés, votent 95% de vos actes futurs. Donc ça veut dire que vous avez perdu votre libre arbitre pendant 95% de votre temps. Pour ça, je vais vous donner... il faut la recette. On peut pas s'arrêter là, Tiffany. Mais c'est vrai, ce que je dis, c'est qu'on est tous dans des automatismes, etc. Et même des fois, on a un numéro de téléphone qui s'affiche sur notre téléphone portable avec un nom et on se dit « Oh là là, qu'est-ce qu'il va me dire ?» Alors qu'on ne sait même pas ce que va nous dire la personne. On est déjà dans l'anticipation. Parce que la survie est supérieure à la vie. Notre cerveau, c'est le même depuis 5000 ans. Et c'est ce qui nous a permis d'être encore là aujourd'hui. Il est toujours sur la survie avant la vie. Pour sortir de cette problématique de perte de libre arbitre, c'est mettre de la conscience dans ce qu'on fait. Toujours. Comprendre et mettre de la conscience dans nos émotions. Comprendre pourquoi je fais ça, comment je le fais, et dans quel but, quelle est l'intention que j'y mets. Parce que plus on répète, en fait, dans notre cerveau, on va créer des schémas neuronaux, en fait, qui vont être créés comme des habitudes. Parce que dès qu'on crée de nouvelles pensées, on consomme plus d'énergie. Et si on consomme plus d'énergie, la survie est supérieure à la vie. D'accord, mais alors est-ce qu'on doit faire plus confiance à notre corps ou à notre cerveau ? Ah, c'est une bonne question. En fait, le corps a des réponses que le cerveau n'a pas et le cerveau a des réponses que le corps n'a pas. Alors, voilà, il faut me donner des exemples parce que... Oui, c'est... en fait, je vais vous donner un exemple sur comment manger, par exemple. Oui. Vous prenez votre pouls au niveau du poignet et en fait, qu'est-ce que c'est ? C'est pas votre cœur qui est là, c'est la représentation du battement du cœur via le système nerveux. Il va taper et à un moment, il va faire ce qu'on appelle une chute d'onde de pouls. Quand vous êtes en train de regarder le menu, exercez-vous à ça. Il va taper, tac, 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 et suivant le plat qu'il y a, il va y avoir une chute d'onde de pouls, il va y avoir un moment de blanc. Eh ben, ça veut dire que c'est ce que veut votre système nerveux. Vous savez, toutes vos cellules fonctionnent sans vous, elles sont autonomes. Il y a des milliards de cellules, elles fonctionnent sans vous. Quand vous vous coupez, vous ne dites pas à vos petites cellules « allez-y, faites une petite croûte ». Non, ça se fait automatiquement. Tout votre système nerveux, votre corps, vos bactéries, vos cellules fonctionnent. Sans votre cerveau, ça fonctionne tout seul. Donc, écoutez votre corps, écoutez votre cœur. Et pour écouter son cœur, il y a une astuce aussi que je vous donne, là c'est vraiment un cadeau, c'est une pépite, c'est vous mettez la main sur votre cœur. Vous fermez les yeux et vous mettez l'intention au niveau du cœur et vous posez la question. Si le retour de la question en subvocalisation et au je, au présent et instantané, c'est une réponse des neurones du cœur. On sait depuis 2002 et 2003, les études de Armour et Cameron, que l'information passe d'abord par le cœur, monte au cerveau et après va dans votre corps. Donc, travaillez d'abord sur votre cœur. D'accord. Alors, on parle aussi de l'intelligence émotionnelle et de l'intelligence du cœur. Quelle est la différence ? Comment ça fonctionne ? Elles sont entremêlées, en fait. C'est ça. Aujourd'hui, on n'a pas d'études spécifiques qui seraient décelées si l'intelligence émotionnelle vient vraiment du cœur ou vient vraiment quelque part du cerveau. Ce qu'on sait, c'est que l'intelligence émotionnelle, le premier pas, ça va être travailler sur la connaissance. Connaissance des émotions. Une fois qu'on les connaît, il va falloir les maîtriser. Et c'est là la difficulté qu'il y a, c'est de maîtriser son émotion. Et une fois qu'on la maîtrise, on va pouvoir aller travailler dans l'empathie. Souvent, on dit « je suis empathique ». Attention, pareil à l'identité, dès qu'on dit « je suis », tout ce qu'on met derrière « je suis », on le croit. Alors faites attention quand vous dites « je suis ». Oui, c'est comme si on s'auto-programmait ou qu'on s'auto-mettait une étiquette en fait sur ce que l'on est. Et après, est-ce que ça nous pousse à agir dans ce sens-là ? Oui. Alors, qu'est-ce qui est à la base de notre réalité ? Qu'est-ce qui est à la base de notre réalité ? C'est nos comportements. Qu'est-ce qui est à la base de nos comportements ? Ça va être nos émotions, comme je vous l'ai dit. Qu'est-ce qui est à la base de nos émotions ? C'est nos pensées. Qu'est-ce qui est à la base de nos pensées ? C'est ce à quoi l'on croit. Qu'est-ce qui est à la base de ce à quoi l'on croit ? C'est notre identité. Et qu'est-ce qui est à la base de notre identité ? C'est nos programmes. C'est comment nous avons été programmés, comment nous nous sommes programmés en tant qu'adultes, adolescents, enfants, et comment on a été programmés jusqu'à aujourd'hui. C'est tout le travail qu'il va y avoir à faire, c'est sur ces programmes. C'est comment je modifie ma réalité par rapport au programme. C'est le but quand on accompagne et quand on coach quelqu'un, c'est d'aller trouver les programmes ou métaprogrammes qu'a la personne pour, soit on choisit d'en désinstaller, parce que celui-ci c'est un vieux programme. Je vous donne un exemple. Quand vous étiez petit, vous étiez à l'étage et vos parents ont certainement mis une barrière pour pas que vous tombiez dans les escaliers. Mais sauf que vous avez grandi, vous n'avez plus besoin de cette barrière. Tant que vous avez, votre cerveau, il fonctionne de la même façon. Il a gardé cette barrière. Tant que vous lui avez pas expliqué, c'est bon, je peux descendre les marches, je n'ai plus besoin de cette barrière. Il va la garder en protection, survie supérieure à la vie. D'accord. Alors,
Justement, pour reprendre un peu ce parallèle du numérique, puisque vous avez parlé à pas mal de monde, vous parlez notamment du fait qu'on peut, et que parfois ça a un intérêt, de hacker son cerveau. Alors ça fait un peu bizarre, parce qu'on se dit, est-ce que je peux finalement avoir vraiment confiance dans ce cerveau qui est pourtant une machine extrêmement bien rodée? Pourquoi hacker son cerveau? Alors, il faut savoir que son cerveau n'a pas de libre arbitre. Donc, on y revient. On y revient, exactement. Il y a des zones du cerveau, notamment le système réticulaire activateur, qui est un petit peu votre Google interne. C'est-à-dire que le SRA, vous allez voir des fois sur Google, vous tapez SRA au système réticulaire activateur, il n'a pas de libre arbitre. Donc, il va chercher ce que vous lui demandez. Donc, soyez clair dans vos programmes, soyez clair dans ce que vous demandez, et votre cerveau va aller les chercher. Et après, se servir de la puissance du cœur dans l'intention. Ça, c'est un deuxième shift qu'il faut faire. Mais pour se déprogrammer, c'est toujours pareil. Prendre conscience de ce que l'on a, de ce qui se passe. En fait. Et alors, du coup, comment est-ce qu'on change une habitude? C'est-à-dire que, donc, déjà, je comprends qu'on commence par en prendre conscience. Et ensuite, de manière un petit peu terre à terre, qu'est-ce qu'on peut faire dans notre quotidien pour pouvoir transformer cette habitude durablement? Les 3 lois du cerveau, la loi de la répétition, la loi de l'association et la loi du progrès. Une habitude se modifiera par répétition, modifier par une autre habitude, par association. C'est-à-dire que notre cerveau va associer des mots, des phrases, des pensées à certaines images. Et après, donc ça faudra modifier les images et les associations, et après par le progrès. C'est-à-dire que c'est pour ça que les applications, souvent où on vous donne des étoiles, ce genre de choses, notre cerveau il aime bien parce que il se dit je suis en progression. Parce qu'il faut savoir que si on progresse et qu'on est en haut de l'échelle alimentaire, on ne se fera pas manger. Et je reviens bien entendu à ce que j'ai dit tout à l'heure, la survie supérieure à la vie. Est-ce que vous, comment est-ce que vous avez fait ce changement? Vous avez quand même fait un virage peut-être plus que 90 degrés dans votre carrière. Comment est-ce que vous l'avez motivé? Est-ce qu'à l'époque, vous aviez déjà conscientisé ce chemin-là? Et quels sont les grands enseignements que ça vous a apporté? Les grands enseignements, le fameux « connais-toi toi-même » qu'il y a sur le temple de Delphes. J'ai commencé à travailler sur ce sujet-là. J'avais commencé déjà à l'époque quand je travaillais chez Bouygues, parce que quand on manage des gens qui managent des gens, finalement on fait plus que de l'humain et quasiment que du management. Et je m'étais dit, waouh, en fait c'est ça qui m'intéresse. C'est passer de la construction de bâtiments à la construction de l'humain. Et c'est vraiment ça. Et puis quand j'ai commencé à comprendre qu'est-ce qui était une émotion, qu'est-ce qui est un comportement, qu'est-ce qui est une habitude, qu'est-ce qui est une attitude, et j'ai fait waouh. En fait, quand j'ai vu les croyances que j'ai eues, les programmes, en fait, quand j'ai commencé à découvrir tout ça, j'ai fait waouh, c'est magique en fait. Le seul frein que j'ai, c'est moi. La seule personne qui me freine à avoir la vie que je souhaite avoir, c'est moi. Et quand j'ai commencé à comprendre ça, j'ai fait waouh. Tiffen, mets-toi en action. Mets-toi dans l'action. Enlève ce qui te gêne. Et en fait, on est notre propre limite mentale, quoi. Donc vous devenez illimité, en fait, en quelque sorte. Je sais pas si c'est... Comme les nouveaux abonnements, sauf que c'est... Quel est, pour finir, parce qu'on arrive malheureusement déjà à la fin de cette émission, mais vous reviendrez, j'espère. Quelle est votre routine? Qu'est-ce que vous appliquez concrètement dans votre quotidien, dans votre semaine? Alors déjà, je vais très rapide, je vais demander aux gens qui nous écoutent, c'est de passer du savoir à la connaissance. Le savoir, c'est, par exemple, je sais qu'il existe la radio Clapas. Mais pour la connaître, il va falloir que je l'écoute. Il va falloir que je pose des questions, que je connaisse l'histoire. C'est comme un humain. Je sais que vous êtes Virginie, mais pour vous connaître, il va falloir que je vous pose des questions, que je commence à rentrer sur des sujets un peu plus personnels. En fait, la connaissance, c'est du savoir en action. Et derrière, une fois qu'on est dans la connaissance, dans ce savoir en action, parce que tous les humains qui écoutent, là, je sais qu'ils savent. Mais il va falloir passer du savoir à la connaissance. Et quand on passe du savoir à la connaissance, à un moment, quand on le répète, il y a une chose magique qui se passe, c'est la sagesse. C'est qu'on va passer du savoir à la connaissance jusqu'à la sagesse. Donc si, je réponds pas exactement à la question, mais si j'ai un tips à vous donner... Côté politique. C'est ça. Si j'ai vraiment un tips à donner aux auditeurs, c'est vraiment passer de ce savoir à la connaissance, parce que, pareil, si on se plante, on repousse. Et retenez ça. C'est par vos erreurs et vos apprentissages que vous allez vous développer. Donc, de la même manière qu'on s'intéresserait à quelque chose ou à quelqu'un,
se l'appliquer à soi-même finalement, de D'abord. s'auto-interroger sur ce qu'on ressent, sur ce qu'on vit, sur comment on vit. On passe 24 heures sur 24 avec soi-même. C'est pas faux. Et cette routine, alors, je dirais les 2-3 points clés de la routine, les choses dont vous ne pouvez plus vous passer aujourd'hui. Alors moi, je me lève aux alentours de 5h45 parce qu'on sait qu'il y a un pic de cortisol. Attention, c'est pas le même cortisol. Celui-ci n'attaque pas les cellules. Celui-ci est là pour nous booster. Vers 5h45, je me lève. Après, je fais mon sport, vraiment pour mettre le corps en action, pour nettoyer toutes les cellules de la nuit, tous les déchets de la nuit. Je fais ce qu'on appelle nettoyage de lymphe, etc. Après, une fois que j'ai fait mon sport, je prends soin de moi, je me douche, etc. Puis je médite. Je médite d'une certaine façon pour vraiment alimenter mes cellules au niveau de la gratitude, de la compassion. Je lis. J'essaie de lire 2 fois 25 minutes. Et après, je démarre sur les réseaux sociaux, puisque c'est là-dessus notamment que j'ai le plus de travail. Merci beaucoup. Merci. Alors, je sais que nos auditeurs peuvent vous retrouver ce soir. Donc, chers auditeurs, chères auditrices, rendez-vous au Théâtre de l'Odéon. Ce soir, Tiffaine Murat donne une conférence sur l'intelligence émotionnelle. Et vous avez également un rendez-vous régulier en ligne. Tous les mercredis à 13h, si j'ai bien compris, vous donnez un atelier pour aider à apprendre à réfléchir, mais aussi à s'appliquer des principes de neurosciences pour booster justement le pilotage de son intelligence émotionnelle. Ouais, le pilotage de sa vie, simplement. Tout simplement. Parce que nos émotions sont la vie. Est-ce que vous avez un tout dernier mot de la fin ? Un tout dernier mot, soyez limité. Ah voilà, ça c'est un bon mot. Pour notre émission L'économie au service de l'homme, l'émission du CJD sur Radio Clapas 93.5 touche à sa fin. Nous avons parlé de pourquoi et comment booster son intelligence émotionnelle. Un grand merci à vous, chers auditeurs, à Pej, notre directeur d'antenne, à l'équipe de Radio Clapas, à notre invité évidemment, Tiffaine Murat, formateur en neurosciences appliquées au business. Et enfin, notre mouvement de dirigeants d'entreprise, le CJD, avec qui on éclaire un bout d'économie responsable tous les lundis à 13h en direct du studio de Radio Clapas. Vous pourrez retrouver les replays sur radioclapas.fr, aussi sur la chaîne YouTube du CJD Montpellier, Spotify, Deezer, etc. Et vous pouvez aussi nous contacter sur les pages Facebook ou LinkedIn du CJD Montpellier. En tout cas, on vous dit à la semaine prochaine et d'ici là, prenez bien soin de vos proches et de vous.